Bonjour YouTube, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose assez spécial. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir ce qu'est l'antimatière. Alors il faut que je sois très honnête avec vous. À la base, je souhaitais faire un top 10 sur les substances les plus chères au monde. En faisant mes recherches sur l'or, les diamants, les drogues ou d'autres substances comme le plutonium, ça ne m'a guère passionné. Par contre, lorsque j'ai abordé le cas de l'antimatière, qui pour tout fan de science-fiction est un vrai fantasme, j'ai tout de suite compris qu'il fallait absolument que je vous propose une vidéo sur cela. À titre d'information, 1 gramme d'antimatière coûterait entre 20 et 30 milliards d'euros à produire. C'est cher, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si elle vous plaît ou laisser un commentaire. Je vous remercie de soutenir la chaîne qui débute sur YouTube. L'antimatière, c'est quoi? L'antimatière a été prédit par Paul Dirac. Mère Paul. Concrètement, vous prenez une particule de matière, vous gardez toutes ses caractéristiques comme sa masse, vous inversez sa charge électrique et hop, vous avez une antiparticule. Si on prend l'exemple de l'électron, une particule d'antiélectron s'appelle un positron. Et la différence avec l'électron, c'est que le positron est chargé positivement. A priori, toutes les particules possèdent un alter ego d'antimatière, sauf le photon. Dans l'univers, il y a principalement de la matière. Au moment du Big Bang, certains scientifiques pensent qu'il y avait un léger surplus de matière par rapport à l'antimatière. Très vite, les particules se sont auto-annihilées sauf ce fameux surplus. Il y a également une théorie selon laquelle l'antimatière serait bien présente en quantité dans notre univers, mais au-delà du dit univers observable. Dans ces cas-là, nous pourrions tout à fait imaginer des étoiles, voire des galaxies entières d'antimatière. Tout cela reste hautement théorique cependant. L'avantage de l'antimatière réside dans sa collision avec la matière. Grâce à la fameuse équation d'Einstein, E égale mc au carré, on peut voir que lorsque la matière et l'antimatière s'auto-annihilent, la masse est totalement convertie en énergie. On peut le dire, c'est extrêmement efficace. Au moins 1 million de fois plus efficace que la combustion. Dans ce contexte, on peut se rendre compte à quel point les recherches sur l'antimatière sont importantes et pourraient révolutionner notre monde. Les applications sont très nombreuses. Militaires déjà, avec des armes, évidemment. Quand on sait que 1 gramme d'antimatière pourrait détonner une explosion plus puissante que la plus puissante des bombes atomiques jamais déclenchées sur Terre. Autre application très intéressante cette fois dans le domaine médical, où les positrons pourraient permettre d'obtenir des images très précises du corps humain. Des tests avec des hamsters ont également été réalisés pour éliminer des tumeurs cancéreuses avec des rayons d'antiprotons. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce qui me fascine, et je suis sûr que c'est également votre cas, c'est l'usage de l'antimatière en tant que carburant pour des fusées. On a tous vu Star Trek et les moteurs très impressionnants à antimatière. Clairement, c'est un fantasme de pouvoir un jour utiliser cela et démocratiser les voyages spatiaux et repousser enfin les limites de l'humanité. L'antimatière est très clairement un cap obligatoire à passer afin d'atteindre les types 2 et 3 de l'échelle de Kardashev. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais vous faire un petit peu de teasing. De nombreuses vidéos sur l'astronomie sont prévues sur ma chaîne, que ce soit sur la possibilité d'une vie extraterrestre intelligente, le futur de l'humanité, les voyages interstellaires ou bien une vidéo sur les objets les plus dangereux de l'univers. Vidéo qui devrait d'ailleurs sortir demain. L'échelle de Kardashev, en très court, a été mise en place par Nikolai Kardashev et elle sert à classer les civilisations en se basant sur leur niveau technologique, la consommation énergétique et les capacités de celle-ci. Je disais donc, l'antimatière est probablement un cap obligatoire. Je sais, nous spéculons beaucoup, mais c'est aussi ce qui est bien avec l'astronomie, l'aspect philosophique est presque aussi intéressant que l'aspect scientifique, de mon point de vue en tout cas. On peut le voir notamment dans les conférences de Roland Lehoucq, que je vous conseille. Des moteurs à antimatière pourraient permettre à un vaisseau spatial d'atteindre presque 60% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse-là, notre civilisation s'ouvrirait de grandes portes et l'exploration spatiale subirait un énorme boost. D'un coup, des exoplanètes et de nouveaux mondes deviendraient accessibles. Évidemment, il y aurait beaucoup d'autres problèmes. Lorsqu'on voyage à 50% de la vitesse de la lumière, même avec une accélération de 1G, cela pose quelques soucis. La relativité générale nous rattrape et pour vous citer un exemple parlant, à ces vitesses-là, il faudrait quelques dizaines d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède et guère plus pour pouvoir faire le tour de l'univers observable. Mais uniquement en temps à bord du vaisseau, puisque dans le même temps, il se serait écoulé plusieurs millions d'années sur Terre. Comme je vous l'ai dit, nous parlerons des problèmes du voyage interstellaire et de la dilatation du temps dans une autre vidéo. Après, ne vous emballez pas trop non plus. Nous ne verrons probablement jamais de notre vivant un vaisseau à antimatière. Nous sommes déjà loin de maîtriser la fusion nucléaire, alors l'antimatière, outre le coût astronomique, et c'est le cas de le dire, sa production n'en est qu'à ses balbutiements. L'antimatière existe naturellement, mais en très faible quantité et dans des temps très courts, notamment lorsque de violents rayons cosmiques frappent notre atmosphère. C'est intéressant, mais les quantités sont trop faibles.
Non. La vraie solution pour arriver à utiliser l'antimatière, ça serait de le produire nous-mêmes. Et bonne nouvelle, nous savons le faire. Enfin, pas moi, hein. Les scientifiques du CERN au sein du Grand Collisionneur de Hadron. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Grand Collisionneur de Hadron, c'est un anneau enterré de 27 km entre la Suisse et la France. Il a coûté presque 9 milliards d'euros et il s'agit d'un accélérateur de particules. L'objectif est donc d'accélérer les protons pour produire des collisions contrôlées. Il a notamment permis de confirmer l'existence du boson de Higgs en 2012. Lors de sa mise en service, le CERN a reçu plusieurs plaintes et craintes concernant la création d'un micro-trou noir au sein du Grand Collisionneur. Même si cela n'a jamais pu être observé de manière expérimentale, ces micro-trous noirs, s'ils étaient créés, devraient être soumis au phénomène d'évaporation de Stephen Hawking. Tout va bien donc. Revenons à l'antimatière. Le CERN, qui se concentre sur les protons, a réussi l'exploit de produire quelques antiprotons. Alors quand je dis quelques, c'est en réalité 10 millions d'antiprotons par minute. C'est pas mal, sauf que pour produire 1 gramme à ce rythme-là, il faudrait presque 100 milliards d'années. Quand je vous disais qu'on ne verra pas l'Enterprise de notre vivant, c'est pas pour rien. Bon, mettons qu'on arrive à en produire à la chaîne, on trouve un moyen de... Je vous ai dit, on spécule beaucoup. L'autre problème de l'antimatière, c'est le stockage. Bah oui, une fois que tu as fait ton gramme d'antimatière, tu le mets où? Tu le ranges dans une boîte? Tu le laisses à l'air libre? On ne peut pas. Dès que l'antimatière entre en contact avec de la matière, une énergie folle est dégagée. La solution, ça serait des sortes de champs magnétiques ultra puissants, tout cela dans le vide absolu. Chose qu'on ne sait pas très bien faire pour le moment. Et même avec cela, c'est très instable. À l'heure actuelle, le CERN n'est juste pas capable de stocker de l'antimatière sur le long terme, même en très petite quantité. Vous l'avez vu, l'antimatière est réellement très excitant et les champs d'application sont énormes. Parfois, la science-fiction se rapproche un peu de la science et nous pouvons nous surprendre à rêver les yeux éveillés. Même si l'antimatière représente un défi technologique énorme, c'est sans doute l'avenir de l'humanité sur le long terme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner ou écrire un petit commentaire, je répondrai à tout le monde. C'est vraiment le genre de sujet que j'ai envie d'aborder plus souvent. Sans être un spécialiste, je suis un vrai passionné d'astronomie et je passe de nombreuses heures à faire des recherches. D'ailleurs, en description, vous trouverez mes chaînes préférées sur le sujet. Si vous les découvrez grâce à moi, dites-leur que vous venez de ma part. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Sofiane chez Live. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!